Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Début de la campagne 2020-2021 de récolte et de commercialisation du coton. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine se négocie à 300 francs CFA. Un prix rémunérateur qui réjouit le cœur des producteurs. Nous irons dans la région du Hambol. Soro Corona, notre reporter, nous en parle en début de journal. Et puis 20 véhicules mis à disposition de la région du GOP par le gouvernement. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier. Un geste qui vient en soutien aux acteurs du secteur du transport. Véhicules remis en présence de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Au moins 26 membres des forces afghanes ont été tués dans un attentat suicide dans la province de Ghazni, dans l'est du pays. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais cette province est régulièrement le théâtre de combats entre militaires et talibans. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale est reconnue apte à l'issue de l'entretien prénom peut donner son sang. Vous l'avez compris, nous parlerons ce 13 h dans le cadre du Dimanche Magazine du don de sang, plus précisément de la situation du don de sang en Côte d'Ivoire avec un spécialiste de la question que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, le professeur Yassongui Mamadou Sekongo, responsable de la formation et recherche au Centre national de transfusion sanguine. Bonjour professeur Sekongo. Bonjour monsieur Guivet. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Au cours de l'échange que nous aurons, nous aborderons également d'autres questions en rapport justement avec le sujet à présenter. Je vous retrouve donc dans une trentaine de minutes, professeur. Mais avant, je vous invite à suivre le cours de ce journal. Merci. Mesdames et messieurs, prenons ensemble la direction de la région du Hambol pour parler agriculture. La campagne de récolte et de commercialisation du coton 2020-2021 est lancée avec l'étape de la récolte dans les différents champs, dans les zones de production. Pour cette campagne, le kilogramme de coton graine bien séché et trié se négocie à 300 francs CFA, un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. Depuis 3 ans, l'or blanc ivoirien connaît un bond quantitatif avec plus de 460 000 tonnes l'année dernière. Soro Corona. Champ de cotonnier de Naoka, département de Kourougou. Nous sommes en pleine période de récolte du coton. Une étape qui annonce la campagne cotonnière au titre de l'année 2020-2021. Bon, souvent, 2 fois. Si tu as commencé vite, c'est 3 fois. En principe, à côte de riz, on fait ça 2 fois. Tu dois savoir par journée combien de kilos tu peux enlever. On est obligé de peser. Par jour, tu peux enlever 75 kilos. Actuellement, le coton est un peu sec. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié est fixé à 300 francs CFA par le gouvernement. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. De toute façon, que je suis content. Je vois que si c'est 300 francs de travail au champ, on peut gagner un peu. Je remercie le président Alassane Ouattara. Ces 3 dernières années, les cotonculteurs disent tirer de gros bénéfices du prix fixé. L'année passée, quand j'ai vendu coton, j'ai payé moto, j'ai même payé des bœufs avec les matériels. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que ça, c'est une joie aussi. Le prix du coton nous donne l'envie de travailler. On arrive à couvrir toutes nos dépenses et avoir de gros bénéfices pour réaliser des projets. Si la Côte d'Ivoire enregistre un bon quantitatif, ce n'est pas le cas pour la qualité de l'or blanc. Pour relever ces défis, un accent particulier est mis sur la qualité du coton. Moi, là, avec la saleté, moi, je n'aime pas. Voilà, mais il y a des gens, quand ils récoltent, bon, ils mettent tout dedans. Alors, c'est pas bon. Quand ça arrive au marché, là, souvent, on dit que le coton est sale. Comme recommandation, nous demandons aux producteurs vraiment de s'appliquer pour la qualité, de respecter l'itinéraire technique afin que le label Ivoire soit mieux vu sur le plan international. De ne pas laisser le coton durer sur les plants avant de l'enlever et aussi de le stocker dans de bonnes conditions, d'utiliser des bâches en bon état afin que la qualité soit préservée. Les acteurs de la filière coton saluent l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, engagement traduit par un appui financier conséquent. On voudrait adresser nos mots de remerciement au président de la République pour la subvention faite aux producteurs du coton. L'année dernière, la subvention était à hauteur de 2 milliards et cette année, nous sommes un peu plus de 30 milliards. Et donc, c'est un soulagement pour nos parents producteurs. La récolte du coton s'étend de novembre à février. La production cotonnière 2019-2020 a dépassé les 460 000 tonnes pour plus de 121 milliards de francs CFA distribués aux producteurs. Cette année, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton graine.
Direction la région du Gord. Dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier, le gouvernement, à travers son projet de renouvellement du parc automobile, vient de mettre à disposition de la région du Gord 20 véhicules, dont du ministère des Transports. Un geste qui vient en soutien aux acteurs du secteur du transport. Présent à la cérémonie de remise de dons, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Abou Sanogo. Le ministère des Transports entreprend la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules de transport. Ce sont au total 20 véhicules sur les 30 prévus qui ont été réceptionnés dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs de la région du Gord. Une action du gouvernement qui vient en appui aux transporteurs de cette région. C'est le lieu d'appeler, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises des transports éligibles à cette première phase du projet à se conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenues pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes tellement fiers et cette fierté, nous voulons que vous la faites remonter au président de la République pour lui dire que les transporteurs du Gord sont à sa disposition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont salué l'action de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Donner la vie au secteur routier, c'est permettre à nos mamans qui sont dans les champs, dans les marchés, de couler avec aisance leurs produits. Et au nom de toutes ces femmes, nous voulons dire merci au président de la République. Le transport est un maillon important de la vie et de la nation. De par son caractère transversal, le secteur des transports est un levier puissant de développement économique dans le monde. En particulier, le sous-secteur transport routier avec son système, lequel est dit performant, quand il assure une circulation sécurisée des biens et des personnes à moindre coût. Ce sont par ailleurs 5 camions de 5 tonnes, 7 cars de 26 places et 8 autres de 41 places qui ont été attribués à 14 sociétés coopératives issues des départements de Gagnoua et de Oumé. Et on change de registre pour parler cette fois des membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire qui se sont réunis. Objectif de cette rencontre, faire l'état des lieux des logements jugés abordables en Côte d'Ivoire. Au cours de ce rendez-vous, le président de cette chambre a aussi fait le point des difficultés rencontrées sur le terrain, cité dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré, Cheikh Koné. En quoi consiste un logement abordable? Les acteurs de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire le définissent comme celui qui a un prix inférieur à celui du marché. Pour les acteurs du logement, l'on doit faire une différence avec un logement social qui est constitué de 2 à 4 pièces et qui coûte environ 12 millions hors taxes. Et un logement économique qui, lui, est constitué de 3 à 5 pièces et qui coûte environ 23 millions hors taxes. L'objectif de la rencontre était de faire l'état des lieux des logements abordables. Et le plus important pour nous, c'est la structuration du financement. Parce que ceux qui sont visés par le programme de logements abordables, c'est ceux qui sont des ménages à bas revenus. Et malheureusement, ceux-là n'ont pas d'accès aux banques pour avoir des crédits compte tenu des conditions et des procédures bancaires. C'est ce que nous appelons nous, le secteur informel. Nous allons plaider donc évidemment auprès de nos différentes autorités pour la mise en place des fonds de garantie que nous avons constaté et vu dans d'autres pays, notamment le Maroc, la Tunisie, le FOGARISM, le fonds de garantie de l'immobilier, pour permettre à ceux-là d'avoir accès au logement abordable. Le président Siriki Sangaré a profité de ce rendez-vous pour égrener les raisons pour lesquelles certains immeubles s'écroulent à Abidjan. Pour construire un immeuble, ça demande toute une technicité. Au-delà de cette technicité, je peux vous expliquer que déjà, quand vous avez un immeuble, il faut déjà faire l'étude du sol. C'est l'étude du sol qui va définir comment est-ce que nous devons implanter la fondation. Donc, si cette étude n'a pas été faite par des spécialistes pour pouvoir définir évidemment la structure de l'immeuble et qu'on construit l'immeuble sur la terre végétale, qu'on ne tient pas compte de la fondation, et si on se retrouve dans un environnement
qui n'a pas été étudié efficacement, l'immeuble va s'écrouler. Il y a aussi les matériaux de construction qui sont utilisés, qui ne sont pas efficaces. Selon les études réalisées par les promoteurs et constructeurs agréés, le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan. Et ce déficit croît d'environ 10% chaque année. Et du côté de la commune de Yopougon, on pense projection. Le conseil municipal s'interroge sur le visage que présentera la commune d'ici à 2023. À plus d'une trentaine de projets de développement ont été établis avec pour mission de donner fière allure à la commune. La réalisation de ces infrastructures économiques sera financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA pendant les 3 années à venir. On en sait plus avec Michel Digré. Yopougon, la commune la plus vaste du district d'Abidjan avec environ 2 millions d'habitants. Pour garantir un cadre de vie sain et agréable à ses populations, le conseil municipal définit ses priorités pour les 3 années à venir. Plus d'une trentaine de projets seront réalisés dans le domaine des infrastructures économiques à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Les secteurs de l'éducation et de la santé seront également pris en compte. Il s'agit également de projets d'infrastructures éducatives tels que la construction et la réhabilitation de 100 salles de classe et 16 écoles primaires et maternelles, ainsi que la fourniture de tables-bancs aux écoles et la réhabilitation du complexe socio-éducatif de Port-Boué-2. Il y a également les projets d'infrastructures de santé, dont la construction du centre de santé du quartier millionnaire. Une attention particulière sera aussi accordée à la sécurité urbaine, avec une police municipale bien formée et dotée de matériel professionnel pour faire face aux défis de sécurité dans la commune. Et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, lui, apporte sa contribution dans l'exécution de la 31e édition de la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans la commune de Yopougon, des jeunes ont bénéficié d'une session de formation relative à la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu juvénile. Cette séance, qui s'inscrit dans la campagne des 16 jours d'activisme, a été soutenue par des organisations engagées dans la lutte et par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Walter Amadou Ouattara. Faire prendre conscience aux jeunes dès leur bas âge des différentes conséquences des violences basées sur le genre, c'est tout le sens de cette session de formation. Une initiative de la cellule genre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement ivoirien, avec son programme Côte d'Ivoire solidaire, vise ainsi à accélérer les transformations économiques et sociales du pays et place l'humain au cœur du développement. Cependant, l'humain ne peut être au cœur des actions de développement si les violences basées sur le genre persistent et si les jeunes sont encore dans leur majorité victimes de ces violences et souvent eux-mêmes auteurs de ces violences. Cette session de formation à l'attention des jeunes de la commune de Yopougon bénéficie du partage d'expériences des membres de l'ONU Femmes, du comité local de la Croix-Rouge de Yopougon, avec la collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De janvier à juin 2020, nous avons eu près de 2352 cas de violences faites aux femmes, dont 530 viols. Et c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que le ministère se réjouit de cette mobilisation et de voir que des jeunes s'investissent. Parce que, comme vous le savez, c'est les enfants, les jeunes perpétuent les images qu'ils reçoivent dans les familles. Et donc, quand les jeunes se mobilisent, c'est toute la société, parce qu'ils vont se rendre compte que très tôt, ils savent que c'est des violences, ils doivent lutter contre ces violences et ils vont éduquer les enfants dans ce sens. La connaissance acquise, ces jeunes identifiés désormais promoteurs du genre et de la lutte contre les VBG ont pour mission de mener des actions en faveur de la réussite des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et toujours sur la question du genre, sachez, mesdames et messieurs, qu'une cellule genre a été installée jeudi dernier dans les locaux du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en vue de contribuer à l'intégration de l'approche genre dans les politiques, programmes et projets du dit ministère. C'est la directrice de l'équité et du genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a procédé à l'installation de cette nouvelle cellule, Sephora Zeki.
Il existe désormais une cellule genre au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Sa mission, conduire le processus d'intégration du genre pour une valorisation des acquis des femmes. Il s'agit donc de confier une partie de la mission du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la cellule du genre, comme cellule point focal dans ce ministère pour faire adopter dans les tests, dans les activités, dans les projets et programmes, l'approche genre. Nouvellement installés, ces points focaux entendent disposer de tous leurs moyens pour promouvoir le concept du genre. Nous, cellule genre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, prenons l'engagement, d'une part, de consolider les acquis des directions et des structures du ministère à travers des activités telles que les unités d'éducation continue et des formations. La directrice de cabinet adjoint du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a indiqué que le ministère est engagé à prendre toutes les mesures idoines pour la promotion du genre. Le ministère s'engage ainsi à jouer davantage pleinement sa partition en matière d'intégration du genre. Chers membres de la cellule genre du ministère, je vous félicite et vous encourage dans cette nouvelle mission de promotion du genre au sein de notre ministère et de vos structures respectives. Veillez dans vos structures à la parité, à l'intégration du genre dans vos budgets, vos programmes et vos activités. 6 au total, ces femmes et hommes ont été invités à travailler d'arrache-pied pour l'atteinte de leurs objectifs. Cette cérémonie a été l'occasion pour la directrice de l'équité et du genre de lancer le concours du meilleur agent en charge du genre dans le secteur public et privé. Et le COJES, lui, veut digitaliser sa gestion. Les acteurs du monde éducatif se sont retrouvés au lycée classique d'Abidjan pour renforcer leurs capacités. Cette action vise à les former à l'utilisation de l'outil de gestion des données collectées. Objectif, mobiliser, harmoniser et adapter la collecte d'informations dans les différents COJES. Astou Touré. Cette rencontre a pour objectif de digitaliser la gestion des outils des COJES. Directeurs régionaux de l'éducation nationale, inspecteurs de l'enseignement public et conseillers de COJES ont pris part à cette formation. L'école a besoin de statistiques de données. Nous avons donc convié les conseillers pour qu'ils soient outillés à produire par les TIC les données statistiques sans qu'ils ne se déplacent, sans qu'ils ne soient obligés de venir à Abidjan. Les séances de renforcement sont toujours bienvenues. Nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Et comme les comités de gestion sont l'objet de beaucoup d'incompréhension, je crois que cette formation vient de renforcer nos capacités. C'est-à-dire que dans ce que nous venons de faire au cours de la journée, on a défini les grands axes à partir de la plateforme. Toutes les activités que les comités de gestion vont mener, qui seront financées, sont bien ciblées. C'est-à-dire que ça ne va plus varier d'un lycée à un autre, qui pèse énormément sur les parents d'élèves. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale. Il y a beaucoup qui sont nouveaux et il va falloir les former. Les former surtout à l'utilisation des TIC, parce qu'il faut pouvoir maintenant réunir les données, avoir une traçabilité de tout ce qui est fonds et dépenses surtout. Les apprenants du jour ont été formés à la collecte et à la présentation de l'outil de collecte, l'installation et la prise en main de l'outil. Et puis l'actualité, c'est également à cet appel à la consolidation de l'appel lancé à Bédiala par le ministre Mamadou Touré. Rappelant que le 19 octobre 2020, à Bédiala, dans le département de Daloa, des individus ont tenté de saccager le matériel électoral. Il y a eu une réaction d'une certaine frange de la population pour protéger ce matériel. S'en est suivi des violences. Et le ministre Mamadou Touré, fils de la région, s'est donc rendu dans cette localité cosmopolite pour apporter la compassion du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. On parle à présent de cohésion. Les violences électorales avec leur corollaire de morts et de dégâts matériels interpellent de nombreuses organisations non gouvernementales. C'est le cas de l'ONG Espoir Vie qui vient de renforcer les capacités des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et de toute autre communauté. Les participants à cette formation vont contribuer à réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations dans la prévention et la résolution des conflits électoraux. Soro Corona.
Opérer un changement de comportement alimenté par la culture de démocratie, de non-violence, de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble mettant en exergue les valeurs civiques et morales. Une attitude pour réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine, à la diffusion de fausses informations dans la prévention et la résolution des conflits électoraux. C'est la vision de l'ONG Espoir Vie de Bouaké. Pour y parvenir, cette organisation non gouvernementale a organisé une session de formation à l'endroit des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et de communautés. Depuis la fin des élections, nous voyons que nous avons des conflits par-ci par-là dans différentes localités du pays. Donc c'est pour permettre un dialogue véritablement communautaire afin que chacun d'entre nous puisse comprendre le sens de la cohésion sociale, de vivre ensemble et la paix surtout pour notre pays. Pendant 3 jours, les participants ont eu des rudiments afin de détecter, gérer et répondre aux messages de haine, développer et véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Prévenir les conflits, parler de cohésion sociale, de paix, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut cultiver, il faut inculquer à la jeunesse. À la jeunesse, c'est que nous, les chefs, nous pouvons dire, c'est de leur dire qu'ils constituent la cheville ouvrière de toute société, c'est-à-dire leur engagement, leur sens même du civisme. Et c'est ce qui doit être leur credo. Ce projet de renforcement de la paix, de la cohésion sociale, de la prévention des discours de haine et des conflits est mis en œuvre dans les communes de Bouaké, Katoula, Abobo et Yopougon. L'ONG Espoir Vie intervient dans les domaines de l'éducation, de la cohésion sociale et de la santé. Voilà, la cohésion sociale prêchée à Bouaké, prêchée également dans la commune d'Adjamé. Initiée par la mairie d'Adjamé, la journée de la paix a été célébrée dans cette commune. Une marche et des messages de paix ont marqué cette manifestation. Le maire de la commune, Farikou Soumaoro, a appelé toute la population et particulièrement la jeunesse à tourner le dos à la violence et à cultiver le vivre ensemble. C'était hier samedi. Reportage Issa Chonayeo. Une journée désormais dédiée à la paix à Adjamé. C'est une initiative du maire de la commune, Soumaoro Farikou. On pouvait lire sur des pancartes ou banderoles « Adjamé, zéro conflit ». À Adjamé, la violence est interdite. Des messages pour montrer que la violence n'a pas de droit de cité dans cette commune cosmopolite. Sans la paix, il n'y a aucun développement. Adjamé, comme je l'ai dit, c'est 3 millions de personnes chaque jour qui viennent d'horizons divers. Alors, nous avons initié cette journée de la paix pour vraiment magnifier la paix. La paix et le vivre ensemble, dans la cohésion et dans la solidarité. Les jeunes d'Adjamé se sont engagés à garantir et à préserver la paix dans leur commune. Cette initiative vient à point pour confirmer le leadership d'Adjamé en termes de paix, en termes de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il y a eu zéro violence à Adjamé. On dit merci aux femmes de la commune d'Adjamé qui ont pris leur leadership en conseillant leurs enfants. La célébration de cette journée de la paix à Adjamé a été l'occasion d'honorer la mémoire des disparus suite au mot d'ordre de la désobéissance civile de l'opposition à travers l'observation d'une minute de silence. Et puis nous sommes dimanche, un mot de religion dans cette édition. Ce dimanche, une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Saint-Esprit de Grand-Bassam pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Assanvo Aïwa. Une messe à laquelle a pris part le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele Astotouré. Les chrétiens catholiques sont venus de différentes paroisses pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'élévation à l'ordre épiscopal de l'évêque Jacques Assanvo Aïwa. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a été nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké le 5 mai 2020 par le pape François. Un honneur pour le diocèse de Grand-Bassam dont il est issu. Dieu a choisi l'un de nos prêtres pour devenir évêque. En Côte d'Ivoire, il y a 15 diocèses, il y a 15 évêques. Et donc c'est une grâce particulière. Monseigneur Jacques, après son ordination épiscopale à Bouaké, est venu avec tout le peuple de Dieu du diocèse de Grand-Bassam et d'ailleurs pour dire merci à Dieu pour ce don particulier qu'il a fait à son Église en cette marche jubilaire. Ce jour coïncide avec la célébration du Christ roi de l'univers. C'est un déploiement total, un don de soi qui va jusqu'à l'extrême.
Donc la date a été choisie, elle est très significative. C'est pour louer Dieu, mais c'est pour aussi dire à Monseigneur Jacques et à tous ceux qui sont au service de Dieu que nous devons suivre Jésus. Jésus qui marche vers la croix, Jésus qui donne sa vie pour le Christ. L'ordination épiscopale de Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a été faite le 3 octobre 2020 à Boaké. Obéissant ainsi à l'ordre papal, il entend poursuivre sa mission, à savoir rassembler, guider, prendre soin et aimer le peuple de Dieu avec un cœur de père. C'est la joie qui nous anime tous. Nous célébrons le Christ, le roi de l'univers. C'est lui le maître de tout, c'est lui le créateur, c'est à lui que son Dieu a confié tout. Et nous sommes au service de ce Christ. Et à la fin de l'année liturgique, nous lui dédions une grande fête parce qu'il a été institué comme le roi de l'univers. Et à l'occasion de cette fête, le diocèse de Grand Bassam a bien voulu m'accueillir pour me saluer, puis pour rendre grâce à Dieu pour ma nomination comme évêque auxiliaire de Boaké. La messe d'action de grâce a eu lieu en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele, a pris part à ces festivités religieuses. Le plus important, c'est que chacun sait que c'est dans cette région que le christianisme est rentré. Voyez-vous, donc il y a bien longtemps. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons eu qu'un seul prêtre, qui est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Jacques Aïwa est vraiment le premier évêque sorti de la région, du département qui a accueilli le christianisme. Plus de 5000 personnes ont pris part à cette messe d'action de grâce. Rappelons que Grand Bassam a été la porte d'entrée de l'évangile en Côte d'Ivoire depuis 1895. Et dans l'actualité internationale, en Afghanistan, au moins 26 membres des forces afghanes ont été tués dans un attentat suicide dans la province de Ghazni, dans l'est du pays. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais cette province est régulièrement le théâtre de combats entre militaires et talibans. Une autre chose qui fait l'actualité, c'est bien sûr la Covid-19. Il faut continuer de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Et les derniers chiffres enregistrés concernant l'évolution de la maladie révèlent 29 cas confirmés sur 1018 échantillons prélevés, 39 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 218 cas actifs. Il faut donc rester vigilant. Et nous en sommes à l'entretien de ce Dimanche Magazine. Nous recevons le professeur Sekongo. Le professeur Sekongo qui était avec nous en début de journal. Professeur, je suis heureux de vous retrouver. Je vous le disais en début donc, de cette édition qu'avec vous, nous allons parler de la situation du don de sang en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, aujourd'hui, donner son sang, c'est sauver une vie. C'est devenu presque un refrain qui reste toujours d'actualité. Rebonjour M. Guivet, ce refrain est toujours d'actualité et restera encore d'actualité pendant de nombreuses années parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'être humain pourra synthétiser du sang et qu'on pourra transfuser à des malades dans les hôpitaux. Il est donc important de donner son sang. Très important de donner son sang. Le sang, c'est la source de vie et c'est ce liquide précieux qui coule en chacun des êtres vivants. Et pour qu'un malade puisse en bénéficier, il faudrait qu'une personne saine, une personne bien portante, puisse venir faire ce geste qui sauve, vienne donner un peu de son sang. Et pour appuyer ce que vous venez de dire, je vous invite à suivre cet élément réalisé par notre reporter Sephora Zegui qui nous justement permet de prendre conscience de l'importance de donner son sang. Okay. Le sang, tissu vivant composé à 55% de plasma et à 45% de cellules, irrigue tous les organes du corps humain, leur apporte oxygène, éléments nutritifs et les débarrasse de leurs déchets. Il circule dans les vaisseaux sanguins et est le plus important liquide biologique de notre corps. Le sang joue également un rôle central dans la défense de l'organisme contre les bactéries et les virus, entre autres. Faut-il en dire plus pour convaincre? Aux urgences, certaines victimes arrivent dans un état critique et ont perdu beaucoup de sang. Et comme aucun produit artificiel ne peut remplacer le sang humain, la seule solution pour sauver ces personnes est la transfusion sanguine grâce au sang des donneurs compatibles. Il n'y a pas que pour les transfusions que le sang est utilisé. Il permet également à la recherche de fabriquer des traitements et des médicaments ou encore de traiter des maladies du sang comme la leucémie ou la drépanocytose. En gros, le sang sécurisé permet de sauver des vies et d'améliorer la santé. Le don du sang
Geste généreux et désintéressé est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d'un déficit en composants sanguins. Alors, professeur, cet élément réalisé par Sephora Zegui révèle combien de fois il est important de donner son sang. Quelle est la situation du don de sang en Côte d'Ivoire? Alors, M. Guivet, sachez que la situation du don de sang en Côte d'Ivoire est superposable à la situation du don de sang dans l'ensemble des pays de la planète. Nulle part le sang n'a suffi et le sang ne suffira. Parce que selon les statistiques de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faudrait que la population, il y ait ces statistiques, c'est 10 poches de sang pour 1000 habitants, soit 1% de la population. En Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près 26 millions d'habitants, selon les projections de l'INS pour l'année 2020. Nous sommes 26 millions d'habitants. Quand vous rapportez les 1%, ça vous fait 260 000 produits sanguins. La Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, prélève aujourd'hui que 159 000 poches. Vous voyez que nous sommes à peine à 65%. Nous avons un gap de 35% encore à combler pour être autosuffisants en produits sanguins. Alors, si on veut être plus précis pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on va dire que les demandes en poche de sang sont en hausse ou en baisse? Les demandes en poche de sang sont constamment en hausse en Côte d'Ivoire. Constamment, vous savez, il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui pour lesquelles la transfusion sanguine est nécessaire. C'est vrai que pour notre pays particulièrement, nous avons le couple qui est le plus consommateur de sang, c'est le couple mère-enfant. Les mères pour à peu près 45%, les enfants pour 33%. Rien que ce couple consomme à peu près 75% des produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine. En dehors de ces pathologies qui sont très récurrentes, qui sont mortelles, vous avez également des pathologies génétiques comme la drépanocytose. La Côte d'Ivoire, c'est 14% quand même de présence du gène de la drépanocytose dans la population et les formes graves représentent entre 2 et 4%. Donc vous avez beaucoup de pathologies qui nécessitent et de plus en plus, j'ai vu tout à l'heure dans votre journal, le mois concernant les centres de cancérologie, vous avez beaucoup de cas de cancer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et pour le traitement de ces cancers, la chimiothérapie nécessite souvent l'administration de produits sanguins. Alors ce n'est pas un sujet qui est inconnu. Chaque année, on en parle, il faut donner son sang. On assiste à plusieurs campagnes qui sont même organisées. Comment ça se passe? Est-ce qu'un calendrier est établi au niveau de vos services pour justement recueillir ce sang ou on compte juste seulement sur des actions sporadiques, voilà, menées ça et là? Est-ce qu'on navigue à volo? D'accord. Alors déjà, il faut savoir qu'en matière de don de sang, il existe plusieurs stratégies. Déjà, le Centre national de transfusion sanguine dispose de 27 structures à travers le pays. Nous avons déjà des sites fixes qui reçoivent au quotidien, tous les jours. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7, des donneurs qui viennent donner ce liquide précieux. En dehors de ces sites fixes, nous organisons ce qu'on appelle les collectes mobiles. Donc nous avons des programmes annuels qui sont déjà établis parce que nous avons déjà des associations avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons des programmes que nous établissons toute l'année. Mais en dehors de ces programmes qui sont connus, nous répondons de façon sporadique à toute sollicitation, que ce soit des collectivités locales, que ce soit des associations qui veulent vraiment faire don de sang. Nous répondons favorablement et c'est l'occasion pour moi, bien sûr, de dire merci à toute la direction de la RTI et les collaborateurs parce que là, vous nous avez sollicité pour organiser une vaste campagne de don de sang entre le 1er et le 2 décembre sur 2 jours sur l'ensemble de vos antennes à travers le pays. Permettez-moi vraiment au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et du directeur du Centre national de transfusion sanguine de dire merci à toute la direction de la RTI. Je vous en prie. Alors, professeur, combien coûte une poche de sang? Alors, déjà, si vous voulez, je vous dirais le coût réel de production d'une poche de sang. Allez-y, je vous en prie. En Côte d'Ivoire, lorsque nous avons fait une étude analytique, le coût réel de production d'une poche de sang est de 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Cela prend en compte le coût de la poche vide. Cela prend en compte tous les intrants qui sont utilisés pour aller chercher le sang et bien sûr les tests que nous réalisons sur les poches de sang et également le salaire du personnel. Mais l'État de Côte d'Ivoire, vu que le Centre national de transfusion sanguine est une structure étatique, c'est une structure d'utilité publique, l'État subventionne le sang en Côte d'Ivoire. Et donc l'État a fixé des tarifs. La population contribue à assurer la pérennisation du système transfusionnel en payant un coût. Pour les hôpitaux publics, le coût de la poche oscille entre 1 500 et 5 000, selon le niveau de l'hôpital, c'est-à-dire selon le niveau de la pyramide sanitaire. Et pour les hôpitaux privés, la poche de sang revient à 25 000 francs CFA. Vous voyez que nous sommes largement en deçà du coût de production d'une poche. Pour les hôpitaux publics, on n'est même pas à 10%.
disons, on est largement au-delà de 10% que l'État prend en charge. L'État subventionne 90% dans les hôpitaux publics et 50% pour les hôpitaux privés. Alors, le sang collecté est-il disponible lorsque le besoin se fait sentir? Le sang, nous le collectons pour nos hôpitaux, pour nos malades. Donc le sang est disponible, mais comme tout à l'heure je vous ai dit, je vous ai donné un peu des statistiques. Nous aimons bien les statistiques en tant que chercheurs. Il faut savoir que nous produisons moins par rapport à la demande. Et vous savez que quand la demande est inférieure à l'offre, on ne peut pas dire que le sang est disponible. Toutefois, lorsque le sang est disponible dans nos structures, les malades, quand les hôpitaux viennent chercher, ils ont du sang pour les malades. Alors nous aimons bien donner la parole aux Ivoiriens pour qu'ils s'expriment justement sur des questions qui les touchent directement. Et notre reporter Sephora Zegui a réalisé un micro-trottoir pour justement recueillir leur avis sur la disponibilité de ce sang. Je vous invite à suivre cet élément. C'est fâcheux de voir que on nous annonce souvent dans les hôpitaux qu'il n'y a pas de sang. On nous dit ici que le sang est indisponible. Et de voir des personnes dépenser, c'est-à-dire venir donner de l'argent, 50 000 francs, 100 000 francs et avoir du sang. Nous sommes tous, disons, égaux. Quand il y a déjà de bonnes volontés qui donnent leur sang, il faut que ce sang-là aille là où ça doit partir. Mais quand on nous dit qu'il n'y a pas de sang, ce n'est pas bon. Il est rare d'avoir ce sang-là dans les hôpitaux. Parce que certains refusent de donner leur sang. Et d'autres ne comprennent pas la nécessité ou l'importance de donner son sang. La disponibilité du sang, là, vraiment, c'est compliqué. C'est même difficile. Souvent, tu as un cas, mais pour en avoir là, vraiment, le sang est rare. Une de mes tantes qui était enceinte un jour, voilà, lors de l'accouchement, elle a perdu beaucoup de sang. Et on avait sous la main une femme qui perdait son sang et on recherchait aussi du sang du groupe sanguin O. Bon, on a fouillé dans plusieurs hôpitaux et puis par la grâce de Dieu on a eu du sang. Nous avons dû passer par une voie illégale pour avoir du sang, ce n'est pas normal. Alors professeur, je n'ose même pas imaginer la voie illégale qu'a emprunté le dernier interviewé pour justement se procurer du sang. Mais comme vous venez de le voir, les Ivoiriens viennent de s'exprimer sur la disponibilité de ce sang. Alors les opinions divergent, d'autres évoquent, certains évoquent la surenchère justement du sang. Votre commentaire sur le sujet? Alors M. Guivet, je comprends le cri de cœur de la population ivoirienne. Parce qu'effectivement, il nous remonte que pour avoir une poche de sang, c'est un véritable parcours du combattant. La croix et la bannière. Et la croix et la bannière. Et il faut dire que nous-mêmes également, en tant que les responsables des centres de transfusion sanguine, nous ne dormons pratiquement pas. On nous réveille souvent à 1h du matin, 2h du matin pour avoir une poche, parce que le sang, c'est la vie. Alors, pour vous dire que la disponibilité du sang, tout à l'heure, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a un gap de 35 000 poches de sang à combler pour pouvoir satisfaire l'ensemble de nos demandes en produits sanguins. Mais en même temps, il est important aujourd'hui que la population sache quel est le circuit d'approvisionnement du sang en Côte d'Ivoire. Allez-y donc. Déjà, il faut savoir qu'il existe des tests. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2015, a signé 2 arrêtés très importants. L'arrêté 196, qui a été signé le 20 octobre 2015, fait obligation à toutes les structures sanitaires de Côte d'Ivoire de disposer à leur sein de ce qu'on appelle un dépôt de sang. C'est quoi le rôle du dépôt de sang? Le dépôt de sang, son rôle, c'est de faire en sorte que le sang soit disponible pour tous les malades de cette structure sanitaire. Et ce dépôt de sang doit exprimer ses besoins. Je dis n'importe quoi, vous prenez le CHU de Cocody. Le CHU de Cocody, en fonction quand même des demandes des médecins, doit faire des stocks de prévision. Ils vont se dire, on a besoin peut-être de 50 poches par jour. Ils font une estimation sur toute la semaine, ça leur reviendra à peu près 350 poches. Ils vont faire un bon de commande qu'ils vont envoyer au centre de transfusion sanguine. Nous mettons le sang à leur disposition. Et il n'y a que les médecins des services qui prescrivent le sang. Lorsque le médecin prescrit une poche de sang, il exprime le besoin à côté du dépôt de sang, le gestionnaire. Ça dit que le bon de commande est transmis au gestionnaire du dépôt de l'hôpital. Et ce bon de sang est transmis directement soit par le médecin ou même par un personnel soignant du service, et non par les parents des malades. La loi fait interdiction au personnel soignant de remettre un bon de sang aux parents de malades.
c'est le personnel soignant qui contacte le dépôt. Quand le sang n'est pas disponible au niveau du dépôt, il n'y a que l'hôpital seul qui doit venir au centre de transfusion sanguine, venir chercher du sang. Oui, mais dans les faits, est-ce que cela est appliqué? Malheureusement, dans les faits, il faut dire que ce n'a pas toujours été le cas. Certaines structures respectent à la lettre ces recommandations. Certaines structures le font. Mais il faut dire que malheureusement, nous avons encore certains collègues qui sont à la traîne. Pourtant, nous avons longuement communiqué là-dessus. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous ici de dire qu'il ne revient pas au centre de transfusion sanguine de faire respecter cette directive. Il existe des instances qui jouent ce rôle-là. Vous avez des inspecteurs au niveau de la santé, du ministère de la Santé. Vous avez une autorité de régulation, l'AIRP, qui est vraiment l'autorité compétente pour s'assurer que tous ces textes et toutes ces lois sont respectés. Et justement, pour prendre en compte ces avis, vous l'avez entendu également, certains évoquent des problèmes de corruption. Votre avis sur le sujet? Alors, pour la corruption, je vous ai donné tout à l'heure le coût de cession des produits sanguins selon le niveau où se trouve le malade. Selon que vous soyez dans un hôpital public, les coûts varient entre 1 500 et 5 000. Que vous soyez dans une structure privée, c'est 25 000 francs. En dehors de ces tarifs, aucun autre tarif n'est homologué par l'État du Côte d'Ivoire. Et donc, si des tarifs sont appliqués ailleurs, il s'agit bien sûr de la surenchère et il faut que cela soit dénoncé. Il faut que ce soit dénoncé parce que ce ne sont pas les prix qui sont appliqués par l'État. Voilà. Mais quand on se retrouve généralement dans ce genre de situation, je veux dire que ce qui est important pour le parent ou pour la personne qui effectue le déplacement, c'est de pouvoir se procurer du sang. Elle n'a pas véritablement le temps d'aller dénoncer. Mais vous savez, c'est là vraiment se situe le problème. Nous avons plusieurs fois interpellé les parents qui viennent à nous, qui nous signalent ces cas de figure. Nous leur disons, est-ce que monsieur, vous êtes prêt à le dénoncer? Beaucoup refusent de le faire. Mais tant que vous n'allez pas porter plainte, il ne revient pas au centre de transfusion sanguine de se constituer partie civile. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que nous n'avons pas la preuve, effectivement, de cette surenchère. C'est vous qui avez obtenu votre produit sanguin. Nous vous donnons les circuits d'approvisionnement du sang en Côte d'Ivoire. Il faut donc respecter. Si un médecin vous remet un bon sang pour que vous allez chercher, parce que l'arrêté est très clair. Comme je l'ai dit, l'arrêté 196, en son article 2, précise clairement qu'il fait obligation à tous les hôpitaux de disposer à leur sein d'un dépôt de sang. Et c'est ce dépôt qui doit approvisionner les services en produits sanguins. Si un médecin remet un bon de sang à un parent du malade, poliment, il explique au parent du malade, attention monsieur, on nous a dit qu'il existe une disposition légale qui dit que vous avez obligation de contacter le dépôt de l'hôpital et c'est le dépôt de l'hôpital qui doit vous faire parvenir le sang. Ce n'est même pas le parent du malade qui transporte la poche. Parce que le test n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé, le test est clair et c'est précisé, sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure, situation d'urgence. Et ça s'apprécie au cas par cas. Mais tant que vous êtes dans un hôpital de la trempe d'un CHU, ce n'est pas un parent de malade d'aller chercher du sang. Et comme vous l'avez également entendu, certains avis recensés disent que le sang est mis à la disposition de la bourse la plus élevée. Non, non, non. Tout à l'heure, je vous ai donné les coûts des poches de sang, ça ne marche pas comme ça. En même temps, il faut savoir qu'en matière de transfusion sanguine, la transfusion sanguine, ce n'est pas une thérapeutique de confort ou de luxe, non. On transfuse uniquement que dans des situations d'urgence. C'est lorsqu'il y a une urgence que le sang doit être prescrit. Et le médecin apprécie le degré d'urgence. Lorsqu'il apprécie le degré d'urgence, il manifeste le besoin auprès du dépôt de sang et le dépôt de sang a obligation de remettre. Vous savez, si ce circuit est respecté par tout le monde, il n'y a pas de raison que le sang soit donné à la bourse la plus élevée, non? Alors, professeur Sekogo, nous sommes pratiquement au terme de cet échange, qui, rappelons-le, a été quand même assez fructueux en information. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir? Alors, déjà, je voudrais revenir sur le fait qu'il est important de donner son sang. Parce que, vous savez, une vie de perdu, c'est une vie précieuse. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que nous avons réalisé une petite étude économique pour vous montrer l'impact économique qu'a le sang dans un système de santé. Pour les femmes qui meurent en couche, les femmes qui meurent des suites d'une hémorragie de la délivrance, lorsque nous avons fait des statistiques, c'est à peu près 5 000 femmes qui meurent en Côte d'Ivoire. Et si vous calculez cela au coût de production d'une poche et surtout le nombre d'années de vie perdues, parce qu'en moyenne, une femme accouche en Côte d'Ivoire à partir de 27 ans. Vous voyez qu'une femme qui meurt à 27 ans, c'est 27 ans d'années de vie perdues. Quand nous avons fait ce calcul, c'est pratiquement 7 milliards que l'État perd lorsque nous perdons ces femmes-là. Et c'est uniquement pour les femmes qui meurent en couche. Donc, rapporter cela
aux autres malades, par exemple les enfants, les drépanocytaires, les patients qui meurent au décours d'un accident, ça fait beaucoup d'argent que nous perdons. Il est donc important que la population intègre qu'il faut faire des dons de sang. Tant que vous ne venez pas donner votre sang, on ne peut pas fabriquer du sang pour vous le donner. C'est parce que d'une personne bien portante, de bonne volonté, est venue faire don de son sang qu'on peut sauver votre malade. Mais en même temps, en tant que donneur de sang, vous avez des privilèges. Vous avez des privilèges pour éviter la surenchère, soyez des donneurs de sang. Tous les donneurs de sang ont, le Centre national de transfusion sanguine a obligation de mettre à leur disposition, d'abord eux, le donneur de sang, l'épouse légale ou l'époux légal, les parents biologiques, c'est-à-dire papa, maman, et les enfants, la quantité de sang dont ils auront besoin pour se soigner, et cela gratuitement. En même temps, nous avons des partenariats avec certaines structures où ils bénéficient de rabais. Quand ils sont malades, le centre de transfusion sanguine les prend en charge. C'est-à-dire, ils viennent nous voir, nous les consultons. S'ils ont des analyses à faire, le centre de transfusion met à leur disposition notre plateau technique. Et en même temps, c'est l'occasion pour eux de savoir s'ils sont bien portants. Parce que quand on prend du sang, nous faisons une série d'analyses et ça leur permet de savoir s'ils sont bien portants. Alors, merci, professeur Yassongui Mamadou Sekongo. Je rappelle que vous êtes le responsable formation et recherche au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Et avec vous, nous avons parlé de la situation du don de sang en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Et c'est sur cette intervention du professeur Yassongui Sekongo et bien que se referme cette édition du Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.